à tous, mesdames, messieurs. Un nouveau départ pour le Bénin. L'ayant promis dès son investiture, Patrice Talon a trop tôt ouvert nombre de chantiers. Figurent en bonne place les réformes politiques, dont entre autres la réforme du système partisan, la modification de la Constitution. En termes de concrétisation, le pari aura été tenu gagné. Les toutes premières élections sous le régime, les législatives, ont d'ailleurs été organisées avec les nouveaux tests de loi. Idem pour les communales qui s'annoncent pour le 17 mai prochain. La présidentielle ne dérogera sans doute pas à la règle. C'est pour le 21. Pour 2021, mesdames, messieurs. Mais pour autant, le laboratoire de la démocratie en Afrique subsaharienne tient-il toujours sa place de prédilection? La question taraude bien des esprits. 100% Bénin, le numéro du jour pour revisiter cet effort de modernisation du dispositif électoral et d'enracinement de la démocratie. Ce sera autour du thème réforme politique sous le quinquennat de Patrice Talon. Quel gain pour la démocratie béninoise? L'instant analyse, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Franck Koké, juriste, il est spécialiste de droit constitutionnel. Pendant 45 minutes, nous allons essayer de passer en revue les points saillants de ces chantiers, surtout sur les spécifiques des réformes politiques. Franck Koké, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Mesdames, Messieurs, cette émission se fera en co-animation. À mes côtés, pour conduire le débat, mon collègue Landry Salanon, déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tonji. Franck Koké, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Le candidat Patrice Talon en 2016 avait promis, s'il prenait le pouvoir, il opérerait donc des réformes. À la troisième tentative, il a pu réviser la Constitution et également réviser le code électoral, adopter, j'allais dire, un nouveau code électoral. Vous, en tant que spécialiste des questions, disons, de la Constitution, quel est le regard que vous portez sur ces réformes opérées par le chef de l'État depuis 2016? Merci, messieurs les journalistes. Je remercie déjà les téléspectateurs de Sika TV, je crois. Voilà. Le président Patrice Talon, candidat avant les élections de 2016, candidat depuis 2015, a annoncé qu'il ferait des réformes politiques, son chantier phare, des réformes politiques. Et quand vous questionnez son programme d'action du gouvernement, il est confortablement inscrit dans le premier pilier de ces réformes, la démocratie, le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Donc, il est resté en accord, de mon point de vue, avec ses promesses électorales en ce qui relève des réformes, des tests, notamment de la Constitution, du système partisan, du code électoral et un certain nombre d'autres réformes connexes que nous avons suivies. Le regard du juriste, c'est vrai que les réformes ne se sont pas passées comme l'aurait souhaité le candidat devenu président de la République, puisque la première tentative, comme vous le dites si bien, en 2017, de la révision constitutionnelle n'a pas obtenu l'aval du législateur constitutionnel. Déjà, depuis la phase de la prise en compte du projet de réforme, les parlementaires ont estimé que la proposition, le projet de texte qui leur était envoyé n'était pas conforme avec leurs attentes et ils l'ont rejeté. Une deuxième fois, le document a été rejeté par le parlementaire, le législateur constitutionnel, mais pas forcément par la majorité, parce que la deuxième réforme a été rejetée parce que le chef de l'État lui-même n'a pas souhaité présenter le document au référendum, sinon que la majorité de prise en compte avait été acquise lors de la deuxième tentative. Et la troisième tentative, qui est celle de la Toussaint du 1er novembre, a été la bonne. Mon premier constat est que la réforme de la Toussaint ne correspond pas aux promesses du candidat Patrice Talon, parce que les grandes lignes qui avaient été annoncées par le candidat, qui devrait servir de socle pour sa révision, ne se retrouvent plus forcément dans le test qui a été retenu par les parlementaires en novembre 2019. Notamment, les grandes lignes, le président Patrice Talon avait comme première fixation le mandat unique.
La première fixation du chef de l'État, c'était le mandat unique. La deuxième fixation du chef de l'État, c'était la réforme des pouvoirs du chef de l'État lui-même, le président de la République. Il a répété un peu partout que le chef de l'État, président de la République et chef du gouvernement était un peu trop puissant dans notre ordonnancement juridique constitutionnel et qu'il fallait revenir un peu sur ses pouvoirs. Je constate, après la révision de la Toussaint, que non seulement le chef de l'État n'a pas vu ses prérogatives de chef de l'État, du président de la République amoindries, mais renforcées par le législateur constitutionnel. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Il y a de véritables remises en cause des promesses à ce niveau. Et ce qui, moi personnellement, retient mon attention, c'est la démarche qui a conduit à cette révision constitutionnelle. Okay. C'est passé à l'Assemblée. Oui, c'est passé à l'Assemblée dans des conditions... Non, cela ne me gêne pas. J'aurais souhaité que les promesses et la ligne du chef de l'État soient respectées, notamment la grande consultation, la large consultation sur le document qui devrait quand même remettre en cause la constitution dite de tous les records, c'est-à-dire la constitution, la loi 90-032 du 11 décembre 1990, qui, comme peut-être vous ne le savez pas, qui n'est plus forcément un patrimoine constitutionnel béninois. La constitution du 11 décembre 1990 est un patrimoine scientifique africain et même international. Un agrégé sénégalais l'a reconnu. Il dit les Béninois n'ont pas conscience de leur constitution, de ce que représente leur constitution pour la doctrine constitutionnaliste. Donc, pour moi, notre constitution, celle de tous les records, comme le dit l'autre, moi je dis de tous les bons records, ne méritait pas d'être aussi facilement attaqué, aussi facilement révisé, sans préalable discussion et dans les conditions sur lesquelles, si vous voulez, nous aurons l'occasion de revenir. Franck Oquet, peut-être vous parler, je ne sais pas si vous faites allusion à la procédure d'urgence qui a été donc initiée, mais est-ce que ce n'est peut-être pas humain? Patrice Talon, première tentative, il n'y arrive pas. Deuxième, il n'y arrive pas. Troisième, il s'est peut-être dit allons vite pour que je n'échoue pas une troisième fois. Déjà, la procédure d'urgence est un vice de forme, est un vice flagrant de forme. Et je pense que le juge constitutionnel, avant de donner son avis, son quitus, aurait pu très sincèrement rappeler aux législateurs constitutionnels qu'il n'était pas fondé de réviser la Constitution du 11 décembre 1990 par voie de procédure d'urgence. Vous dites. Il n'était pas juridiquement fondé de réviser la Constitution du 11. Vous appuyez sur quel élément? Le chapitre 3. Vous voyez, le règlement intérieur est là. Le règlement intérieur organise la procédure de l'Assemblée nationale, qui est un élément du bloc de constitutionnalité en République du Bénin depuis le 14 avril 1998. Le juge constitutionnel a consacré le règlement intérieur de l'Assemblée nationale comme un élément du bloc de constitutionnalité en République du Bénin. Alors, si le règlement intérieur, dans n'importe quelle procédure, n'est pas respecté, il va sans dire que la Constitution est également violée. C'est tellement simple. Et quand vous voyez un peu comment c'est organisé la révision constitutionnelle, comment c'est organisé la procédure législative dans notre pays, vous allez comprendre que le législateur n'était pas juridiquement habilité à passer par la voie de procédure d'urgence. Je vous explique. Il y a trois méthodes, il y a trois différentes formes de normes susceptibles d'être adoptées et qui ont été prévues par le règlement intérieur. Il y a les lois ordinaires. Les lois ordinaires. Seules les lois ordinaires sont susceptibles d'être adoptées en procédure d'urgence. Seules les lois ordinaires. Le chapitre premier sur la procédure d'urgence dit ceci. Je peux vous aider à prendre connaissance. Voilà, si ça ne nous prend pas trop de temps. Si ça ne vous prend pas trop de temps. Le chapitre premier dit ceci. Procédure législative ordinaire. Chapitre premier sur les procédures générales. Le chapitre premier dit procédure législative ordinaire. Initiation des lois, ou initiative des lois si vous voulez, recours à la procédure d'urgence.
La procédure d'urgence est intégrée dans la procédure législative ordinaire. Et quand vous passez la procédure législative ordinaire, vous avez deux autres formes de procédure législative. Il y a la procédure législative applicable aux lois, la procédure législative applicable aux lois des finances, dans le chapitre 2, et la procédure législative applicable aux révisions, aux lois, les procédures législatives spéciales applicables à la révision constitutionnelle, applicables aux lois organiques, applicables aux lois référendaires. Dans le cas d'espèce, la procédure législative applicable à la révision constitutionnelle ne prévoit en aucun cas la procédure d'urgence. Mieux, il n'est même pas possible, sur le fondement de l'article 100 du règlement intérieur de notre Constitution, de réviser ou d'adopter une loi organique en procédure d'urgence. Même pas une loi organique en procédure d'urgence. Article 100 du règlement intérieur. À partir de ce moment, je ne comprends pas comment le juge constitutionnel a pu fermer les yeux sur une démarche aussi flagrante, sur une violation aussi flagrante de la procédure. Je le dis, et si vous voulez, je suis prêt à revenir sur ce plateau. J'attends le juriste qui me prouvera qu'il est possible, ou le législateur, qu'il est possible, sur le fondement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de réviser cette constitution en procédure d'urgence. Sur la base des thèses, c'est dire que la nouvelle loi fondamentale n'existerait que de long. Mais légalement, elle n'existe pas, si on doit s'en tenir à la démonstration. Si le juge constitutionnel béninois a été conséquent dans son contrôle de conformité aux règles générales de procédure, c'est-à-dire consulter les règles de majorité de prise en compte, les règles de majorité d'adoption par voie parlementaire et les procédures ayant abouti à la révision, je crois que sur le fondement de la procédure d'urgence, le juge constitutionnel, de mon point de vue, devrait rétoquer le parlementaire constitutionnel. Et je le maintiens. Franck Okoye, on a quand même on comprend un peu votre colère en temps avec cette réaction que vous avez d'ailleurs eue sur la révision en disant que la constitution du Bénin a été révisée comme des statuts, disons, d'une organisation de quartier. Vous en étiez désolé, relayé d'abord, d'ailleurs, abondamment par, disons, plusieurs médias sur la place. Au-delà, disons, de la révision de la constitution, il y a aussi la réforme du système partisan que le chef d'État a promis. Vous le disiez tout à l'heure, au contraire, peut-être ses pouvoirs sont plus renforcés. En tout cas, si on s'en tient à vos différentes analyses. On a fait aussi des constats que depuis 90, par exemple, Franck Okoye, jamais on a eu un président issu directement d'un parti politique. Est-ce que ça, là, cet aspect n'est pas quand même un aspect, voilà, à saluer par rapport à ces réformes? Sur les diagnostics posés par le candidat Patrice Talon, aujourd'hui président de la République, je n'ai aucune réserve. Je suis complètement d'avis avec les différents diagnostics qui ont été posés par le candidat Patrice Talon. Puisque il y a une défaillance, admettons-le ainsi, du système partisan qui n'a à aucun moment pu permettre d'élire un chef d'État issu d'un parti politique. Il y a toujours eu des gestes, des systèmes d'alliance, parfois contre nature, des coalitions qui n'ont pas fini plébiscite des candidats complètement isolés de l'appareil partisan. De sorte que seuls les candidats élus deviennent responsables devant le peuple. On ne peut même pas s'en prendre à leur parti, on ne peut même pas identifier l'entité politique qui les porte. Et ce n'est qu'après avoir été élus que ces derniers se sentent obligés de fabriquer, si vous me permettez l'expression, leur propre entité, leur propre unité politique. Ce qui n'a jamais... Vous êtes alors d'accord sur le diagnostic? Sur le principe, oui, sur le diagnostic... Votre déception à quel niveau alors? Je ne suis pas forcément déçu. La démarche est perfectible. La démarche est perfectible. Si vous engagez une réforme du système partisan, vous souhaitez que nous ayons des grandes entités politiques et que cette réforme, croisée avec la réforme du code électoral, débouche en 2019 sur ce que nous avons eu aux législatives, c'est-à-dire l'incapacité de tous les autres partis politiques à se mettre en conformité avec les exigences des caisses votées par les parlementaires eux-mêmes, et que seules deux entités parviennent à se retrouver candidates aux élections législatives, je dis
que le diagnostic est bon, mais le remède se révèle pour moi plus dévastateur que le mal, d'autant que nous avons remis en cause fondamentalement, en laissant deux partis presque affiliés au même président de la République, deux partis de même obédience, se retrouver dans un parlement, 83 députés sur 83, après la réforme du code électoral, nous avons remis en cause un principe fondamental de notre démocratie, la démocratie pluraliste. Or, nous avons réaffirmé notre attachement en 1990, après la conférence nationale, à créer un État de droit et de démocratie pluraliste. La démocratie pluraliste s'exprime au Parlement par la diversité des idées. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'un seul Béninois puisse venir nous prouver ici que nous sommes dans ce contexte-là. Nous avons remis en cause, en voulant réformer un système qui a ses lacunes, nous avons remis fondamentalement en cause le pluralisme démocratique et nous sommes repartis vers ce que nous avons tous dénoncé à la conférence nationale, la pensée unique, le pouvoir unique. Est-ce qu'on y est de fait ou ceci reste inhérent aux difficultés rencontrées à l'heure des réformes profondes, puisque la volonté était affichée de part et d'autre de faire en sorte que ce soit plutôt un bon qualitatif. Merci Joël. Surtout aller de l'avant. Merci Joël. Je ne doute pas de la sincérité des différents acteurs. Peut-être certains peuvent en douter. Je veux peut-être enchérir la question, Joël, parce que le débat en cours était scindé en deux. L'opposition estimait que nous sommes exclus volontairement, c'est du fait du pouvoir. Et puis le régime, c'est-à-dire la mouvance qui dit non, vous n'avez pas pu remplir les conditions, vous n'avez pas pu donc obéir. Alors vous, en tant que juriste, quel est votre avis sur la question? Il y a une création législative, il y a un pouvoir législatif que le juge constitutionnel s'est octroyé, qui m'a surpris personnellement. C'est lequel? La fabrication du certificat de conformité. Vous ne parlez pas là comme un politique? Je parle d'une fabrication législative. Je dis une fabrication législative. Le juge constitutionnel, par moment, dans son office, peut se comporter comme un co-législateur, comme un co-constituant, quand il lui arrive de devoir pas faire l'œuvre du parlementaire. Et c'est l'argumentaire avancé. Attendez. Mais la question du certificat de conformité dégagé par le juge constitutionnel a surpris plus d'un, parce que à l'heure où le processus était, au niveau où le processus était, personne ne voyait venir un tel élément de surplus. Et si vous voyez de près, c'est le certificat de conformité, tel que l'explique Landry, qui est aujourd'hui le point fondamental qui a divisé les acteurs politiques. Et je veux revenir sur la nature même du processus. Il n'est pas normal dans une démocratie que l'organisation du système partisan, que la création d'un parti, qui est un sacerdoce en fait. Créer un parti, c'est un sacerdoce. Il n'est pas normal que la création d'un parti politique puisse être aussi compliquée qu'un concours d'agrégation de neurologie ou qu'un concours d'agrégation de chirurgie. C'est plus compliqué aujourd'hui dans notre pays de créer un parti politique que de passer un concours d'agrégation en médecine. C'est mon point de vue. Sur ce point, ce n'est pas une innovation. Sur ce point, je crois que nous avons été trop durs. Nous n'avons pas eu la souplesse nécessaire pour conduire cette réforme. L'argumentaire de l'assainissement avancé, pour vous, ne tient pas la route. Vous savez, on peut effectivement assainir le système partisan, de mon point de vue, en évoluant de façon graduelle, en facilitant aux acteurs politiques l'accès à de grands ensembles et en fermant progressivement les yeux ou en fermant les yeux sur certaines exigences qui auraient pu tout de suite empêcher le processus d'avancer. Lorsque vous constatez, et ça c'est mon avis, lorsque vous constatez que la réforme que vous êtes en train de conduire est tellement corsée que vous n'avez pas de possibilité, vous n'avez plus la possibilité d'aboutir à des résultats que vous souhaiteriez,
vous avez quand même la possibilité, de mon point de vue, de revenir un peu sur vos pas et de réajuster vos positions. Pour moi... Et cela, si vous permettez, ça a été la volonté, l'autre volonté affichée par le chef de l'État en personne. Et il a envoyé le législateur pour revoir sa copie. La suite, vous l'avez suivi. À son corps défendant, il a dû laisser le processus se suivre. Vous pensez-vous qu'il avait d'autres formules? Exactement. Constitutionnellement, pour moi, et je l'ai exposé à des occasions, du point de vue de la Constitution, pour moi, lorsque le chef de l'État constate que l'offre devient tellement restreinte et que seuls 2 partis officiellement affiliés à lui se retrouvent et que nous allons nous retrouver avec 83 députés sur 83, tous appartenant à sa majorité, je crois que il devrait pouvoir tirer, de mon point de vue, les leçons qui s'imposent, à remarquer que le pluralisme démocratique était en péril et que le fonctionnement des institutions de la République était en péril. Le chef de l'État dispose, de mon point de vue, de pouvoirs exceptionnels pour revenir, contrairement à ce que j'ai entendu, le chef de l'État... Vous évoquez l'article 68 de la Constitution. L'article 68 dit quoi? Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate, et que, suivez bien, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et institutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution ne soient suspendus. Il en informe le peuple par un message. Je reviens sur le bout de phrase. Lorsque les institutions de la République sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu, le président de la République peut recourir à ses pouvoirs exceptionnels. Il en informe le peuple par un message. Il est le seul de tous les Béninois à apprécier de la nécessité d'aller vers l'article 68. Le seul. Il dispose de cette prérogative exceptionnelle qui a été d'ailleurs pensée par le général de Gaulle dans l'article 16 de la Constitution française du 4 octobre 58, qui a sollicité du constituant français la possibilité de lui permettre, en cas de crise, de sortie des sentiers battus, de sortie de tout ce qui est classique traditionnel et de se lever au-dessus des institutions pour ramener la paix. Aujourd'hui... Alors, sur cette disposition qui est importante, vous permettez, André, mais c'est surprenant, on peut le dire, mais visiblement, sur les faits, on apprécie, c'est que cette disposition a échappé et au chef de l'État et à l'entourage. Comment le juriste l'explique-t-il? Cette disposition n'a pas échappé au chef de l'État parce que... Vous êtes affirmatif? Oui, je suis très affirmatif parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le président Patrice Talon. Quoi qu'on peut lui reprocher, qui, de mon point de vue, est vraiment intéressé à des questions qui relèvent de l'État. Il fait des efforts, bien qu'il n'étant pas juriste. Je l'ai vu expliquer pourquoi il était en difficulté par rapport à l'article 68 lorsqu'il est sorti juste après les législatives pour avouer sur les chaînes de télévision nationale, pour avouer qu'il a eu de la peine à laisser le processus aller à son terme et que les gens lui ont recommandé le recours à ses pouvoirs exceptionnels, mais qu'il estimait que ce n'était pas faisable. Moi, je crois, de mon point de vue, que personne, je dis personne, à part Patrice Talon, ne peut apprécier de l'imminence, de l'urgence ou de l'opportunité de saisir l'article 68, d'aller vers l'article 68. Et cette disposition aurait pu nous permettre d'éviter quoi? Cette disposition aurait pu nous permettre d'éviter la remise en cause de notre modèle démocratique, la remise en cause de notre pluralisme démocratique, de remettre en cause la crise post-électorale qui s'en est suivie et de revenir sur ce qui, de mon point de vue, était quand même le charme du Bénin, la diversité des opinions, la multiplicité des pensées et la configuration qui aurait pu sortir au niveau de On a essayé quand même de se rattraper, Landry, n'est-ce pas? Parce que après
ce qui a suivi, malheureusement, ce choix de raison qui devrait prévaloir et qui n'a pas été. Alors, on a vu ce dialogue qui a été organisé. C'était aussi pour sauver la face, repositionner le Bénin. Le juriste, en prenant du recul aujourd'hui, loin des débats des politiciens, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, pour moi, les lignes n'ont pas bougé. Sérieusement? Oui, pour moi, les lignes n'ont pas bougé. Simplement parce que le dialogue dont vous parlez n'a pris son ancrage, n'a pris son appui que sur ce qui était formellement retenu, formellement validé. Donc, le processus a juste continué. Le dialogue aurait pu, de mon point de vue, intégrer tous les acteurs qui étaient en désaccord avec le processus. Je veux parler des acteurs informels, puisque lors de ce dialogue, seuls les partis politiques officiellement enregistrés s'étaient retrouvés dans des proportions connues de tous pour débattre de questions. Et juste après, là c'est ce qui m'a paru vraiment grotesque, grotesque, quand on me parle du groupe d'experts qui a suggéré le projet de révision constitutionnelle, je dis, c'est grotesque, c'est pas beau. Le groupe d'experts, je ne veux pas citer des noms, mais ils étaient tous... On le connaît, c'est deux, c'est le procès... Non, c'est pas eux, c'est pas ça le groupe d'experts, non. Ils ont dirigé le dialogue. Oui. Mais le groupe d'experts, non. Oui. Ceux qu'ils ont appelés des experts, c'est pas eux. Oui. J'aurais bien souhaité que ces experts soient Victor Torbanou, soit Dorothée Sousa, parce que leur expertise, leur connaissance de la science du droit, je n'ai aucune réserve par rapport à ça. Je n'ai aucune crainte. Ceux qu'ils ont appelés des experts, je ne vais pas appeler leur nom ici. Les Béninois les connaissent. Oui. C'est pas des experts. C'est pas des experts, ceux-là. On est passé à côté de la plaque. On est complètement passé à côté de la plaque et moi, je ne cautionnerai pas. Je ne donne pas un degré une once de caution à cette... J'imagine que vous allez sur cette piste-là, mais c'est encore ce dialogue qui a permis aux Béninois aujourd'hui de se préparer pour les communales. Quand vous parlez de ces choses, j'ai comme l'impression que c'est complètement difficile aujourd'hui d'aller à une élection. Puis il faut tellement de sacrifices pour aller à une élection. C'est pas vrai. Non. C'est pas à travers un dialogue que les élections sont prévues dans la Constitution, dans le Code, et il y a un calendrier officiel pour les élections. Pourquoi penser qu'il soit aussi difficile d'organiser des élections, de fait que ce soit des concessions qui permettent aux différents acteurs d'aller aux élections? Non. Pourquoi? Sans dialogue, on a toujours été aux élections. Franck Oké, en tout cas, après le dialogue politique qui a été organisé, on a reçu votre avis des lois. On a dit le dialogue nécessitait la révision de certaines lois, la Constitution a été modifiée. On dispose désormais d'un nouveau code électoral qui doit nous conduire au communal. Et justement, il y a quand même certaines dispositions qui font toujours polémique. On va j'allais recueillir un peu votre avis sur la question, notamment le seuil de 10%, par exemple, à franchir par les élus communaux avant de pouvoir obtenir des sièges, j'allais dire des partis politiques, avant de pouvoir siéger au niveau des conseils communaux. Oui. Je salue une fois encore la démarche de parfaire le système électoral, de mieux écrire le code électoral. Au départ, l'option en faveur du code électoral devrait permettre à notre pays de disposer d'un document pour la postérité. Un document que nous ne serons pas obligés, à chaque veille d'élection, de toucher, de revoir systématiquement. Vous savez, depuis 1994-1995, à la veille de chaque élection, il était question d'écrire des règles générales pour les élections et de revenir sur des règles particulières pour l'élection en question. Et systématiquement, chaque veille d'élection, on devrait procéder ainsi. Donc, des différents échanges qui ont été menés, les acteurs politiques ont convenu d'avoir un code électoral qui tienne pour la postérité. Et ça, c'est à saluer. Malheureusement, nous n'avons pas, depuis l'avènement du premier code électoral, nous n'avons pas passé 2 élections là-dessus, nous n'avons pas passé une élection sans que on ne soit obligé de questionner à nouveau le code et de retourner sur ces dispositions. C'est pas grave. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous? Non, ce qui n'a pas fonctionné, je crois que on ne s'est pas suffisamment entendu. Les acteurs politiques ne se sont pas encore suffisamment concertés
pour trouver la bonne formule qui leur permet d'écrire, de sortir un code pour la postérité, un code définitif. C'est normal. Vous savez, il y a une culture. Le code électoral s'écrit très souvent en fonction des majorités qui se retrouvent au Parlement. Dès que la majorité a des exigences, a des calculs, a des intérêts, elle se précipite pour intégrer ces exigences, ces intérêts dans son code, et on participe, on assiste à un perpétuel recommencement. Ça va de la nature des acteurs politiques. On ne peut pas le leur refuser. Donc, il faut qu'on s'entende pour revenir sur un code vraiment stable, intangible, sur une durée donnée, pour l'expérimenter suffisamment afin d'y ressortir les écueils et de le parfaire. Comme nous avons fait pour notre Constitution, qui quand même a tenu 3 décennies. C'est un exploit dans notre contexte régional et même international aujourd'hui, où les constitutions sont fréquentées à chaque... Donc, la question de 10%. Aujourd'hui, avant de venir à la question de 10%, c'est la question des 10%. Vous dites, avant la question des 10%, c'est à croire que si on a ce code aujourd'hui, c'est tributaire du type d'élection qu'on a eu après les législatives. Moi, cette question est à poser aux parlementaires. C'est vrai que le chef de l'État a fait la promesse après les élections législatives, lorsqu'il faisait le constat de ce que les élections n'étaient pas vraiment ce qu'elles auraient été, de revenir sur des dispositions données. Et je pense que le code il y a eu un grand progrès au niveau déjà de la déclaration des candidatures, de la constitution des listes. Il y a eu une plus grande flexibilité, à mon avis, parce que si on devrait s'en tenir aux dispositions de l'ancien code où l'erreur n'était vraiment pas permise aux différents partis politiques dans la constitution de leur liste, et que dès votre premier dépôt de documents, de dossiers, tant que vous n'êtes pas dans les règles, parfaitement dans les règles, on vous sort du système. Le Moël Bénin en a été victime, le Parti du Renouveau démocratique également en a été victime, beaucoup d'autres partis en ont été victimes. Est-ce que Franck Oké, c'est véritablement une prouesse quand on sait déjà que dans le code de 2013, ce que vous dites est déjà... y figurait, les partis avaient la possibilité de venir compléter. Oui. Quand ils ont modifié le code après, c'est en ce moment ils l'ont inséré. Oui. Maintenant, on fait la remarque, on revient à la case départ. Est-ce que c'est véritablement une prouesse? Oui, mais de toute manière, la prouesse pour moi part de ce qui était immédiatement fait avant. De ce qui était immédiatement fait avant. La loi 2018, la loi 2018-43, je crois, de septembre 2018, ne permettait pas cela. Aujourd'hui, le code actuel en application, et là je reviendrai, je vais donner un avis sur le code actuel. Aujourd'hui, le code actuel a permis aux partis politiques de revenir compléter leurs documents et de s'entendre. Malgré cela, retour à la case départ. Retour à la case départ. Ouais. Malgré cela, le délai de 72 heures, aucun parti politique n'a pu le respecter. Si nous voyons la procédure au niveau de la Sénat, aucun parti n'a pu le respecter, ce délai. De sorte que la Sénat a dû fermer les yeux sur ces questions de délai et a permis de revenir bien plus tard, une semaine, de réajuster les listes et nous a offert ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est perfectible, le code. C'est perfectible. C'était une violation. Sur la question la plus attendue des Béninois, les 10% prévus par l'article 184, ce n'est pas que les 10% prévus par l'article 184. L'article 187 également prévoit 10% au niveau de l'arrondissement. Une lecture croisée des dispositions de l'article 184 et 187 nous permettra de comprendre un peu les difficultés auxquelles nous allons nous... Allez-y si vous avez envie de nous faire cette lecture croisée. Ouais. L'article 184 dit que pour qu'une liste soit prise en compte déjà dans le mode de répartition, il faut que cette liste obtienne au plan national 10% des résultats. Avant de commencer par prétendre avoir des sièges dans votre arrondissement, dans votre commune, il faut que la liste ait 10% au plan national. Ce qui revient à dire que
Si une seule liste dépasse la barre des 10%, elle a les 77 conseils communaux, entièrement les 77 conseils communaux. Je prends un cas... C'est la lecture qu'il faut. Je prends un cas apocalyptique, un cas surréaliste. C'est simple. On commence par là. Si une seule liste arrive à dépasser la barre des 10%, seule la liste est prise en compte pour la répartition des conseils. Donc, seule la liste contrôle tous les conseils communaux. Je prends l'exemple. Allez-y. Une liste A, B, C et D. Si seule la liste A obtient 80%, les autres listes, toutes les autres listes moins de 10% au plan national, les 77 conseils communaux, conseils municipaux, les 77 maires du Bénin seront de la liste A. C'est ça. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Les tests maintenus en l'état. Oui, l'article 184. C'est ce que ça dit. Pour moi, nous sommes en train de faire des élections de proximité, des élections locales, des élections à la base pour administrer les collectivités locales. Ce sont les élus, les populations à la base qui choisissent leurs élus. Tel que libellé l'article 184, on a l'impression que nous sommes en train de procéder à un test de représentativité des partis politiques. On veut s'assurer que les partis politiques qui font l'option de se présenter, peuvent garantir sur le plan national un score donné avant d'être pris en compte. Donc c'est plus un test de représentativité. C'est à quoi qu'on est en train de tester les centrales syndicales, comme on a l'habitude de le faire, pour savoir qui sont ceux qui sont admissibles à la table de négociation avec les partenaires. Si on valide cela ainsi, et que... C'est validé. Oui, si on entérine cela, ça pose un problème élémentaire. Le chef de l'État, en prêtant serment devant Dieu, la nation, les bandes des ancêtres, et devant le peuple béninois, il a précisé qu'il a prêté serment devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Le peuple béninois est seul détenteur de la souveraineté. Si les détenteurs de la souveraineté l'expriment dans le vote, dans un arrondissement donné, il ne revient pas à une disposition de la loi de remettre en cause cette souveraineté exprimée. En cas de violation? Faites la conclusion que vous voulez. Je dis, si le législateur, si les populations qui sont, selon nos tests, détentrices de la souveraineté populaire, si ces populations choisissent leurs électeurs à la base dans leur arrondissement, il ne revient pas à une disposition du législateur de remettre en cause ce choix, ces options des populations. Autrement dit, la volonté législative ne peut remettre en cause la souveraineté exprimée dans l'urne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en ce sens que il peut arriver, et je connais des exemples, qu'un seul parti politique puisse contrôler tous les arrondissements, je dis bien tous les arrondissements d'une même commune, et ne pas justifier de ce score de 10% au plan national. Sur la base de quel argument on dira aux populations, écoutez, chère population, celui que vous avez plébiscité, ceux que vous avez choisis ne pourront pas siéger parce qu'il y a une disposition de la loi qui le leur interdit. Franck Ocquet, on a soulevé toutes ces inquiétudes au gouvernement. On a dit, mais peut-être que vous préparez de l'insurrection. On a évoqué autant de questions, mais l'État, ou j'allais de législateur, a estimé que les partis, on a des partis de quartier, il faut quand même que les partis soient représentatifs aussi. Mieux. Si vous voulez faire un test de représentativité des partis, attendez des élections nationales. Attendez les élections présidentielles, attendez les élections législatives. Oui. Parce que, aux élections présidentielles, il y a déjà des dispositions que peut-être vous ignorez qui permettent de prendre plus au sérieux des candidats qui ont franchi la barre des 10%. Vous n'êtes remboursé de vos frais de campagne aux élections présidentielles que lorsque vous justifiez d'un score supérieur à 10%. Voyez-vous, je n'ai pas fini. L'article 187 qui organise maintenant le mode de répartition des sièges
a une deuxième exigence. Vous n'êtes pris en compte dans votre arrondissement que lorsque vous avez 10% des suffrages de l'arrondissement. Dans le cas, dans l'hypothèse où un parti, le parti qui a remporté les élections dans tous les arrondissements, est celui-là qui se retrouve pénalisé sur la question des 10%, et que tous les autres partis qui se retrouvent dans l'arrondissement, qui devraient prétendre à la répartition des sièges, parmi ces partis, aucun ne franchit la barre de 10%. Nous allons nous retrouver dans un vide juridique que personne ne pourra régler parce qu'aucune disposition de nos tests. On va solliciter la Cour constitutionnelle pour nous demander. La Cour constitutionnelle n'est pas juge. Excusez-moi, la Cour constitutionnelle n'est pas suprême, j'allais dire. Du contentieux des élections. Ou la Cour suprême pour nous demander d'interpréter comme la Cour suprême va interpréter quoi à votre niveau, à votre avis? Franck, ok, que vous en faites pas. C'est un sujet un peu plus que dense. Les réformes politiques étaient l'un des chantiers phares du régime au pouvoir. Patrice Talon l'a porté, vous l'avez dit, en termes d'engagement sur les chantiers. Oui, l'homme y est allé. En termes de résultats, c'est là quelque quoi à souligner. Si vous devez de façon synthétique donner votre point de vue, on est à moins d'un an de la fin du mandat, que diriez-vous sommairement? Là, vous me demandez de faire, de porter un jugement sur... On a encore moins de 2 minutes. Hein. Non, moi je crois que on aurait pu gagner en se parlant véritablement, en s'écoutant véritablement et en associant tous les acteurs qui devraient permettre d'aider. J'ai comme impression qu'il existe quelque part des officines d'élaboration de tests, de documents, et qui ne sont convaincus que par ce qu'elles proposent, et qui ne veulent pas tenir compte des avis des autres concitoyens, des autres Béninois, qui pourraient, de mon point de vue, aider à parfaire ce qui se fait. Je dis une fois encore, les diagnostics opérés par le candidat Patrice Talon, aujourd'hui président de la République, les diagnostics sont intéressants, mais les solutions ne sont pas, de mon point de vue, celles-là qui devraient nous permettre d'avancer du point de vue institutionnel, du point de vue des réformes. Gageons que les 11 mois ou 10 mois à venir, le président de la République et ses soutiens puissent tenir compte des observations qui se font ça et là pour parfaire. Alors, et justement, Franck, on sait que pour beaucoup, les communards sont l'antichambre de la présidentielle. On sait que c'est un grand tournant après ce qui est donc arrivé. Disons, si vous devez peut-être de projeter, à quoi peut-on s'attendre évidemment avec les partis qui sont déjà en liste pour la présidentielle? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... on sait, on a 5 partis politiques en liste. Il y a la question des parrainages qui doit pouvoir intervenir. Et on sait quand même que la présidentielle, les crises post-électorales sont véritablement à éviter. Oui, voici un autre point. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de revenir dessus. La question des parrainages, pour moi, est une question qui aurait pu être débattue par les acteurs dans un contexte véritablement consensuel. Aujourd'hui, on a 83 députés alignés d'un côté. On va faire des élections municipales. Les élections municipales et communales aujourd'hui sont pratiquement les primaires pour les présidentielles à venir. Et ce qui pourrait être dangereux, c'est que sur le fait simple de cette disposition constitutionnelle, de cette disposition législative, on pourrait se retrouver encore à gérer des situations imprévues, des situations difficiles aux élections présidentielles à venir. Franck, ok, le temps est complètement parti. Landry Salanon, c'est une belle balade en compagnie de Franck Oquet. Malheureusement, on va devoir s'en arrêter là, espérant qu'il saura se dégager pour que nous puissions poursuivre l'exercice ensemble. On est à l'heure de bilan et c'est important de pouvoir apprécier le chemin parcouru pour se reprolonger non seulement dans le passé, mais se projeter dans l'avenir pour des sauts qualitatif. 100% mené pour le numéro du jour. Landry Salanon, ce sera tout. Oui, merci. Merci à vous. Merci une fois encore. Franck Oquet, cher réalisateur, merci. 100% mené, ce sera définitivement tout. On fausse compagnie sur cette citation de philosophe écrivain français Montesquieu. Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi. Mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Bonne méditation chez vous. Au revoir. Merci.